On est en octobre 2021, c'est l'épisode numéro 424 du Rendez-vous Tech où on va vous parler de Astro, le petit robot d'Amazon. On a aussi Windows 11 qui est disponible, est-ce que c'est l'OS qui fait plouf? Et également Frances Haugen, la lanceuse d'alerte des Facebook Files et tout le reste de l'actu tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. C'est un épisode absolument exceptionnel puisque pour la première fois depuis des mois, on a réuni les trois Fabulous, plus moi qui joue le rôle de Ringo, visiblement, d'après ce qu'on me dit. Cédric, Jérôme et Corben sont là. Je suis tellement heureux de vous avoir, ça va être un épisode incroyable. Bonjour Cédric, comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, j'ai l'impression d'être dans Avengers Endgames, tu vois, le moment où on se réunit tous pour sauver le monde, c'est C'est ça. incroyable. Il y a la Et musique ça va. ta 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 C'est ça. ta ta et moi je Tin, dis tin, tin, Fabulous. tin. C'est C'est ça. ça, ouais. Qui joue le rôle de Captain j'allais dire De Captain Doctor Strange. alors Cédric c'est le Docteur Strange, Captain Corben c'est Corben, mais qui se sacrifie à la fin en fait? Merde. Qui Plutôt va être Hulk, Iron moi. Man? Spoiler, hein, pardon. C'est celui qui dit qui est. Hein. Écoutez, je pense que de nous quatre, celui qui ressemble le plus à Tony Stark, c'est sans doute moi. Donc, merde, bon, bah, je finirai Oui, pas bien sûr. l'épisode, visiblement. Ouais, la Mais, fortune en moins, quoi. ouais, L'arrogance. N'hésitez pas l'arrogance, à sub. c'est ça, voilà, exactement. Jérôme, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, moi ça va, j'ai plus l'impression d'être, tu sais, dans un rassemblement de groupes de rock un peu has-been qui se rassemblent pour payer ses impôts, tu sais. Allez, notre dernier concert avant le prochain dernier Allez, concert. c'est le dernier du dernier du dernier. On c'est a encore ça. des impôts à payer, les mecs. Corben, t'es en forme aussi, Captain Corben. On me dit Ouais, dans la ouais, ça chatroom, roule. puisqu'on est en live sur Twitch, évidemment, comme tous les mardis midi. Si vous nous écoutez en podcast, sachez que vous pouvez nous rejoindre dans la chatroom le mardi midi. On a du coup dans la chatroom des gens qui nous disent, Galdric qui nous dit Captain Web. C'est vrai, si on veut un Captain, le Captain Web est tout trouvé. Mais du coup, on doit se contenter de Captain Corben, qui est quand même le chef de l'Internet, hein, ceci dit. Donc, Et c'est je suis toujours pas mieux sûr que qu'on ait- Captain Obvious. Oui, Alors, Captain clairement. Obvious, c'est encore moi, c'est vrai. Euh, Content que tu sois en forme, Corben, également. Un grand, grand merci aux auditeurs qui soutiennent l'émission, à savoir spécifiquement aujourd'hui Guillaume Briand, Gabriel Montano, Peter Rigal, Cyberveille et Léthargique Panda. Peter et Léthargique étant des producteurs de l'émission qu'on remercie tous les mois. Un grand, grand, grand merci à vous tous, puisque vous le savez, à défaut de faire des concerts de has-been, la manière dont on finance l'émission, c'est simplement par Patreon. Et c'est les auditeurs qui nous permettent de faire cette émission absolument formidable, tous ensemble, toutes les semaines. Donc, un grand merci à vous tous qui faites ce geste, j'ai presque envie de dire citoyen et militant, mais au moins qui faites ce geste, qui croit en vos convictions de soutenir un contenu que vous appréciez. Un mot également pour dire que l'after show, je pense qu'on va le consacrer aux robots, parce qu'on va parler de robots aujourd'hui, on va parler de Astro, le robot d'Amazon, et je me demande ce que vous pensez des robots, mais vraiment, c'est pas juste pour parler de science-fiction débile, les robots commencent à arriver, on a vu le Tesla Bot promis par Elon Musk, qui a été promis pour l'année prochaine, je crois, donc ça veut dire qu'il arrivera en 2030, mais peu importe, on commence à parler vraiment des robots. Est-ce que ça va être une sorte de rêve pas financé, mais de rêve fantasmé à cause de tous les films qu'on a vus quand on était jeune, ou est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? On a un début de réponse avec l'Amazon Astro, et j'aimerais qu'on en parle dans l'after show pour avoir votre avis à vous tous. Donc si vous êtes soutien sur Patreon, vous aurez cette petite discussion en bonus, et vous pouvez y participer si vous avez accès au Discord privé. Mais commençons du coup la discussion de la semaine avec, je le disais, Astro, le robot d'Amazon. Alors ça, c'est pas une plaisanterie, hein, c'est vraiment un truc qu'ils ont annoncé. C'est en fait au milieu d'une conférence un petit peu plus large, plus vaste, où ils ont parlé de tous les produits qu'ils annonçaient pour cette année quasiment, et de tous les produits classiques, hein, les Amazon Echo, tous les trucs genre... Qu'est-ce qu'ils ont annoncé ?
des nouveaux écrans connectés, des services d'abonnement pour aider les personnes âgées, des outils connectés comme des thermostats, le lancement de leur drone qui peut s'envoler dans la maison, on en parlera peut-être un petit peu plus, pour surveiller votre maison. C'est un drone d'intérieur, c'est un peu bizarre. Des nouvelles sonnettes vidéo connectées, ce genre de choses, il y en a eu plein. Mais le truc qu'on retient vraiment, à mon avis, c'est le Astro, le robot donc d'Amazon, qui est une version 1. C'est un robot qui ressemble un tout petit peu peut-être à Wall-E, qui est un mix entre un écran connecté avec Alexa et une Roomba, enfin un Roomba, un aspirateur. Et en fait, il se déplace tout seul, il peut aller se recharger lui-même, et sur l'écran, on voit 2 grands yeux affichés, et quand on lui pose des questions comme un assistant connecté à Alexa, et ben il répond, il peut faire des choses, il peut se balader, il peut faire une vidéoconférence avec des gens à l'autre bout de la Terre, enfin une vidéoconférence classique, il peut vous suivre quand vous vous déplacez, il peut reconnaître les gens avec ses caméras, donc s'il voit quelqu'un qu'il reconnaît, il peut vous prévenir, ou quelqu'un qu'il ne reconnaît pas, justement, il peut vous prévenir. Il est tout petit, hein, il doit faire, je ne sais pas, 30 cm, 40 cm de haut, mais il a une sorte de perche télescopique avec une caméra en haut qui peut monter jusqu'à environ 1 mètre pour surveiller des choses un petit peu plus haut que ce que vous avez. Il peut se connecter, que sa caméra sur l'écran. Il peut aussi se connecter à un téléphone. Pour une question de sécurité, il ne peut pas se connecter à plus d'un téléphone, mais il peut se connecter à un téléphone, et donc vous pouvez le commander et voir ce qu'il voit par ce biais. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Ah oui, il a un petit élément de transport à l'arrière pour pouvoir, vous pouvez mettre une bière ou quelque chose dedans pour lui dire, et puis lui dire va l'amener à telle ou telle personne, ce genre de choses. Mais c'est à peu près tout, c'est toutes ces fonctions. Et du coup, on se demande un petit peu, je vais vous poser la question, vous pouvez répondre, peut-être que je vais demander à Cédric, qui est très au fait des choses de maisons connectées et tout ça. Est-ce que Astro, le petit robot d'Amazon, ça te fait envie ? Et peut-être aussi, est-ce que ça sert à quelque chose, qui est une question peut-être plus importante. Je précise, dernière chose, c'est un petit peu un programme bêta en ce moment, et il coûtera $1000, et il ne sera pas disponible à tout le monde, il faut s'inscrire, etc. Donc c'est vraiment une V1 ou une version 0.8 ou 0.9, et c'est pas, il va être amené à évoluer a priori, en tout cas c'est ce qu'ils promettent. Donc Cédric, toi qui es en plein dans la maison connectée, Astro, est-ce que c'est pour toi ? Alors, moi j'ai un problème avec l'écosystème d'Amazon de manière globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Amazon Echo sont clairement... Enfin, pendant un moment, ils avaient un petit temps d'avance, surtout avec les Echo Show, puisque là, on va surtout parler des Amazon Echo avec écran, puisqu'en gros, c'est un Amazon Echo avec écran qui dispose de roues et qui peut se déplacer, hein, pour faire simple. Aujourd'hui, il y a un gros problème sur le logiciel d'Amazon, dans le sens où il n'a pas évolué depuis maintenant presque 2 ans sur les Amazon Echo. Ça évolue à la marge. Et j'ai très très peur que finalement, ce robot Astro ne serve à rien. C'est-à-dire que sur le papier, c'est super beau. Non, mais les cas d'usage qu'ils ont montrés sont géniaux. La problématique que j'ai, c'est parce que c'est scénarisé, vous savez, c'est des vidéos marketing et tout ça, donc on se dit putain, ah oui, là, ça serait super pratique. Oh, s'il fait ça, c'est génial et tout. Le problème, c'est que dès qu'il va se heurter à un tapis trop haut, dès qu'il va rouler sur un jouet d'un gamin ou un machin, tu vas tomber sur plein de cas de figure où il va finir par se coincer, ça sera pas si beau et tu t'en serviras jamais ou presque en fait. Le seul intérêt que j'y vois à ce robot aujourd'hui, et c'est une fonctionnalité qui peut vraiment servir, c'est le mode sentinelle. Par exemple, tu as une maison où tu t'absentes pendant un petit moment, tu veux pas placer des caméras partout, tu peux avoir ce robot que tu actives de temps en temps et qui va faire le tour de ta maison dès qu'il entend un bruit ou ce genre de truc. Très sincèrement, c'est le seul moment où je vois un vrai usage nouveau et entre guillemets économique aussi pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux un bon système de vidéosurveillance, etc. Ça coûte un peu d'argent. Mais tu vois, la démonstration où il joue avec les gamins, etc., j'y crois pas une seconde en fait. Pour de la visio, j'y crois pas une seconde. C'est beaucoup plus pratique d'avoir une tablette, tu vois, avec tes grands-parents, tes machins.
Ouais, voilà, c'est ça. Et Faut pas donc la oublier démo qu'ils font. pour la question J'ai peur du de la bruit, hein, d'ailleurs. visio, du bruit, ouais, Ouais. peut-être un petit peu. Bah, parce que là, en fait, on le voit se déplacer tout en filmant avec Mamie au bout du fil, et cetera. J'ai un peu Ouais. peur que Mamie, dans le retour micro, elle entende les roues, quoi, en fait, tu vois? Ouais. Bah, et en plus, il faut pas oublier qu'il est effectivement au sol et son Oui. écran, eh ben, c'est un petit peu son visage avec ses 2 gros yeux ronds qui sont mignons, mais il est au niveau du sol, on va dire à 30 centimètres du sol. Donc pour la visio, faut être assis par terre pour que pour que ça fonctionne. Oui, c'est Et ça. ça, c'est le genre de choses auxquelles exactement le genre de cas de figure auquel on pense pas forcément, comme C'est tu le ça. disais, et En qui fait, entrave un il y a peu un problème l'usage. d'ergonomie. Mmh. Ouais, il y a un problème d'ergonomie global, en fait, dans Ouais, l'usage de puis ce il robot. faut pas porter des jupes, hein, pour faire de la visio, hein, Oui, clairement, ça va être un clairement. problème, hein. C'est non, mais clairement ça. Après le système du périscope est très malin pour justement Mmh. regarder sur les tables, regarder en hauteur et tout, mais ça te montre il y a un «problème» entre guillemets de conception, mais c'est parce que le robot est petit et Ouais. fatalement, Je tu es peux limité par la taille du robot. Je peux imaginer que l'écran soit sur un périscope dans la V2 ou la V3 et que l'écran monte à au moins 1 mètre ou 2 pour qu'on puisse être assis à une... Enfin, 1 mètre ou 2. Oui, 1 mètre, voilà, 1 mètre 10 pour qu'on puisse être assis à une table et le mais regarder à côté, ouais. Très Hem, très honnêtement, c'est inspiré pour finir, c'est inspiré, tu sais, des outils de téléprésence en entreprise qui existent. Vous avez sans ouais, doute dû en voir. Ce sont des robots qui se déplacent comme avec un écran intégré. Vous voyez une personne qui le manipule à distance et qui est capable de discuter avec ses collègues tout en étant à distance. C'est très inspiré de ça, mmh, mais j'ai un peu peur qu'en termes d'usage, à part pour faire la sentinelle dans une maison de vacances où tu es pas et elle peut tourner en permanence puisqu'elle s'autocharge, et cetera, tous les autres usages démontrés dans la vidéo, c'est du marketing, en fait. ouais. Heu, Corben, est-ce que toi, tu as précommandé Astro? Tu es prêt à vivre la vie du futur? Non, mais moi j'ai déjà eu un robot sentinelle comme ça et donc j'ai déjà utilisé ce genre de truc. Alors il tournait pas, enfin il pouvait faire des petites rondes, mais un peu comme les aspi des fois, tu sais, il se bloque dans un truc ou il se perd et Ouais. il se remet pas bien sur sa base. Là, il Donc a ça, des c'est pas grosses, top. grosses roues, hein. Les roues ont un diamètre assez important et Ouais, 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 ouais. selon, Amazon, il peut donc rouler sur les tapis, ce genre de choses. Mais oui, tu es jamais à Oui, oui, l'abri oui. d'un Moi je pense plus coinçage, à une ficelle, un câble, un Oui, truc c'est qui se ça. roule autour Là, du c'est Ouais, robot. mort, quoi. Et alors moi, le seul usage que j'ai eu de ce robot, c'est soit d'écouter de la musique, parce qu'il y avait des bonnes enceintes dedans, soit c'était enfin, un jour, j'étais en Espagne, donc j'étais super loin et j'avais un doute sur, un volet mal fermé, parce que j'ai un volet qui s'ouvre et qui se ferme tout seul et je voyais de la lumière, en fait, à travers une caméra de sécurité normale, hein, pas un robot, mais la caméra de sécu, je voyais de la lumière et je me dis: «Merde, le volet a dû se refermer sur une chaise ou un truc». Tu vois, il doit être explosé ou je sais pas quoi. Donc j'ai pris mon petit robot et je l'ai piloté jusqu'à la porte-fenêtre pour constater que le volet était bien fermé, en fait. Donc c'est le seul usage où c'était vachement pratique. Alors après la conduite à distance, comme ça, c'est un peu Avec chaud la quand même parce latence, que chaud, hein. ouais, il y a ouais, la latence Ah, et on puis, bah, arrive à voilà, c'était conduire des petits, ouais, sur Mars. karts Bah, sur Mars, on peut bien envoyer ouais, ça la m'a donné un peu cette impression-là, hein. Je t'avoue, j'étais fier de moi après d'avoir réussi le truc, de l'avoir remis sur sa base et tout. Je me sentais vraiment, comme si je bossais à la NASA. Mais voilà, donc moi non, ce genre de robot et puis le périscope, enfin le télescope là, il me gêne parce que c'est une partie qui est mécanique, donc qui est fragile Mmh. et à un moment ça va casser. Ils ont déjà des problèmes là-dessus et donc tu parlais d'un écran pareil sur périscope. J'y crois pas du tout. Moi, je pense que si un jour ils font une V2, ils vont l'enlever ce périscope, c'est pas forcément une bonne idée. Ouais. Je vois pas comment ça peut être, pérenne parce que, bah, les gens vont s'appuyer dessus, les enfants vont appuyer dessus et le Même truc pas, il le va robot va casser. avancer, il va se taper dans une Ouais, voilà, table, tu Ouais. vois? c'est Ça va ça peut être que tordre ce genre de l'antenne. problème, quoi. Donc c'est là où je Dans me dis: «Les mecs ont pas prévu le coup, là-dessus». Ça me mmh. fait peur un peu. J'ai l'impression que c'est plus un produit d'appel, tu vois, pour le reste que Ouais, c'est vraiment ça. un truc C'est une sur du démo long terme, technique. quoi. Ouais. Ouais, voilà. Mmh. Drax, nous dit dans la chatroom, il lui manque un taser pour le mode sentinelle. Clairement. Enfin, ça serait mais déjà, là, ils ont montré de manière assez amusante, le mode sentinelle avec un raton laveur qui est rentré dans la cuisine, mais clairement, l'idée est de faire peur aux Non, mais gens c'est la qui, mise en scène, ouais. c'est ça, les gens et de faire peur à d'éventuels, voleurs qui rentrent dans votre maison avec l'alarme qu'on peut faire sonner depuis le petit robot Mais tu si peux on se parler rend au compte que travers aussi. machin. On peut Ou bien un parler au travers pitbull. et ils avaient montré ça pour le drone aussi. L'un des reproches qu'on fait à tous ces produits, le drone y compris, si vous en souvenez pas, c'est un drone, comme je le disais tout à l'heure, un drone d'intérieur qui a une caméra et qui peut se déplacer, aller se recharger, etc., qui pour le coup fait beaucoup de bruit, donc qui n'est pas du tout discret, mais les questions
de vie privée sont évidemment importantes avec ce genre de produits qui ont des caméras qui en plus se déplacent. Bon, le problème essentiel que mettent en avant les gens, c'est que ça normalise le fait d'avoir des caméras un petit peu partout dans sa maison. Bon, après, là, on parle de notre maison nous-mêmes, mais il y a aussi les sonnettes connectées avec vidéo, les intercoms vidéo connectés qui peuvent surveiller la rue. On a déjà parlé de toutes ces choses-là qui sont problématique parfois quand tout à coup la police vient vous demander si vous voulez bien donner votre Ouais, mais contenu qui a été je vois ce filmé que. pendant les 3 derniers jours. Sans partir sur la question, je veux pas qu'on reparte sur Non, la non, mais je question vois ce que tu veux dire. En générale de fait, la là où c'est sécurité. problématique. Non, non, non. Mais là où c'est problématique, c'est pas tellement normaliser le fait d'avoir des caméras chez soi, parce qu'il y a des systèmes de vidéosurveillance qui sont totalement autonomes, couplés sur ton NAS, et seul toi tu y as accès. Le vrai problème, c'est faire rentrer les yeux d'Amazon, de Google et les autres chez toi. C'est ça, en C'est fait. même, c'est même au-delà des images, que ça soit un aspirateur ou un robot comme ça, fait un mapping de ton appartement ou de ta ouais. maison, et ça a une utilisation marketing Bien sûr. hyper précieuse. Ça coûte énormément d'argent pour la pub d'avoir comme ça des évaluations des maisons dans des pâtés de maisons ou dans des quartiers ou dans des villes. Ça permet de définir des catégories CSP++, et de faire du ciblage publicitaire. Donc pour Amazon, il n'a même pas besoin des caméras pour vous espionner. Rien que le mapping de chez vous est une donnée commerciale qui a énormément de valeur pour Amazon. Ça va également, et là, il ne le montre pas dans la démo, mais ça va faciliter un des problèmes majeurs d'Amazon dans la distribution, la livraison. Avec des robots comme ça, on peut imaginer une phase 2 qui est que les livreurs d'Amazon pourront s'adresser directement au robot qui viendra chercher le paquet, et Amazon, comme ça, résout une partie de son problème des livraisons et de la confidentialité pas de la confidentialité, de la sécurité des livraisons. Tu sais quoi, Jérôme ? Donc, c'est tout bénef pour Amazon. Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais là, pour le coup, le diable, c'est Amazon. Donc, on peut faire... Alors, j'ai pas encore de jingle avocat du diable, mais ça arrivera un jour. Donc, l'avocat du diable, ça me paraît hyper cool, ce dont tu me parles, là, Jérôme. Mais bien sûr, qui s'arrange avec le robot pour me livrer et que je sois livré au lieu d'avoir à aller chercher je sais pas où le colis qui a pas été livré parce que machin... ça me rend un énorme service, donc ouais, très bien. C'est un peu ce que... Je vais faire un peu l'avocat du diable, parce que moi, ça y est, j'ai mon premier robot, c'est un aspirateur. Ok, et ben, j'ai une icône avocat du diable sur Twitch pour Patrick, mais pas pour Jérôme, je suis désolé. Ah, donc, dommage, ça viendra. Tu vois, là où je trouve que Astro rate une opportunité, c'est qu'en fait, ils auraient mis un aspirateur dedans, ça a déjà plus de sens. C'est-à-dire que l'aspirateur robot, ça rend vraiment des grands services. Enfin, moi, personnellement, maintenant qu'on a 2 chats, c'est génial d'avoir un aspirateur robot qui t'enlève... ça fait pas le ménage parfaitement, mais ça lave un peu. Et qu'après, on lui ajoute des fonctions de visiosurveillance ou de trucs, ça serait un plus à l'aspirateur. Là, je dis pas non. Mais un truc, surtout que là, ils sont gentils, mais ils nous montrent des maisons de gros bourgeois qui ont je sais pas combien de pièces et de la place. C'est des maisons américaines. Dans un appart, dans un appart, tu vas pas avoir ton robot aspirateur, plus ton Astro, plus ton autre truc. Donc, moi, pourquoi pas, si on commence à packager tout ça dans un truc qui d'abord servirait à faire le ménage, parce que ça, c'est une fonction que font très bien les robots, et qui derrière m'ajoute des trucs. Après, bien évidemment, je suis d'accord avec vous, il me faudrait un petit peu plus un contrat sur la confidentialité des données et comment elles sont utilisées pour que je sois complètement à l'aise. J'ai un dernier point de détail hyper important par rapport à la vidéo que tu nous montres. Il y a 2 choses qui m'ont scandalisé. 1, il amène la bière à la dame, mais pas de décapsuleur. Donc moi, je dis, le service, il n'est qu'à moitié fait. Et deuxièmement, si vous voyez cette vidéo, est-ce que vous avez vu la couleur de la glace du vieux monsieur ? C'est très dangereux ce qu'il est en train de manger. Il est en train de manger une glace radioactive. C'est un problème. Glace pistache, glace à la menthe. En fait, c'est la blague parce que son fils l'appelle avec le petit Astro et lui dit « n'oublie pas de manger des trucs verts, hein, sous-entendu de la salade. » Oui. Pas de problème. Et c'est la glace verte. Non, mais là, c'est pas vert, là. C'est pas naturel. C'est pas bon. Encore une fois, c'est des Américains. Donc, voilà. Ouais. Mais le truc qui est assez drôle avec cette
femme qui reçoit une bière de son mari, c'est que c'est très habilement intégré en fait dans leur message marketing à qui ça s'adresse. C'est 2 personnes, on va dire, qui ont la quarantaine, et la dame est très très sceptique. Elle lui dit au début de la vidéo: mais attends, t'as acheté un robot Oui, maintenant? ça sert à rien ce truc, Mais à ouais. quoi ça sert? Et c'est vraiment exactement les boomers qui vont se dire: oh, moi j'aimerais bien avoir un robot, et qui ont justement de l'argent à dépenser peut-être, et qui vont devoir convaincre leurs femmes qui seront pas C'est forcément ça. hyper pour, tu vois, l'achat. Et à la fin, comme le robot lui amène la bière, elle dit: ah, ok, c'est cool, ouais, très bien. C'est vraiment bien, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Et en fait, c'est la marrant. bière, elle se dévisse, Jérôme. Aux États-Unis, ils ont beaucoup de bières en fait où la capsule se dévisse en fait. Oui, non, mais je sais, c'était un Voilà, peu je pour sais. la blague. Non, C'était un peu ou pour alors, la elle, blague. ou alors elle le tape sur le Décapsule avec les rebord. dents. Oui, Non, elle tape sur le bord de la table basse. Non, mais après, soyons réalistes, je sais pas, vos robots aspirateurs, si vous en avez, je suis tout à fait d'accord avec Corben, l'ensemble est beaucoup trop fragile. Si tu as des chats et tout, mais 2 jours, il tient là, Astro, avec des Oui. chats. Quand ça monte le Pour une périscope et que le chat a Ah bah décidé ouais, qu'il va là, faire laisse le tomber, truc, ouais, c'est fini, quoi. Il va le dégommer. Mais même, enfin, moi, le nombre de fois que j'ai shooté dans mon aspirateur robot sans faire exprès, il faut un truc. Si tu veux l'utiliser au quotidien, faut un truc quand même qui soit costaud, quoi. Bon, Ouais, écoutez, ça vous fait plus n'êtes pas proof of convaincu. concept qu'autre chose, mais Ouais, c'est un voilà. concept. Moi, je pense que c'est Faut intéressant faut quand trouver même. les usages qui vont avec. Je Tu pense vois, que le c'est problème, c'est les intéressant usages. qu'on se mette à faire des robots, et des vrais robots Ah qui oui, sont oui. pas des jouets de Sony qui sont vendus au Japon, ou des sortes d'humanoïdes bizarres qui font plus peur qu'autre chose. Là, qu'on commence à penser à ce que peuvent faire vraiment des robots avec un tout petit peu d'autonomie, ça me paraît intéressant. Bon, on verra si la V2 de Astro est plus convaincante, ou s'ils le mettent à la poubelle discrètement au bout de 6 mois parce qu'ils se rendent compte que ça sert à rien. Ah, Euh, je reviens sur ce que je disais. Il faut d'abord se concentrer sur les fonctions utilitaires vraiment utiles des robots. Et je trouve que l'aspiration et le lavage des sols, ça marche super bien. Ils auraient dû greffer des choses dessus. C'est là où je pense où ils font une erreur. Mais alors, peut-être la V2. D'autant plus Hmm, qu'Amazon, ils font ce genre de produits. Enfin, ils ont fait des fours à hmm. micro-ondes, des trucs de ce type-là, donc il n'y a pas de raison. Parlons un petit peu de Windows 11 qui est sorti aujourd'hui. Et ma tagline, c'est un petit peu Windows 11 est sorti. Est-ce que c'est l'OS qui fait plouf, comme je le disais tout à l'heure? L'OS qui fait plouf pour dire, bah, est-ce que c'est un OS qui est vraiment utile ou pas? Je saurais pas vraiment vous le dire aujourd'hui. J'ai l'impression que... Alors, il y a beaucoup de mises à jour, mais c'est un petit peu des mises à jour... On en a déjà parlé, hein, mais c'est ici essentiellement du cosmétique, ce qui peut être important, du design, un rafraîchissement de l'interface, avec parfois des éléments qui sont vraiment utiles, mais il y a peu de changements en profondeur. Si on va parler très rapidement des changements qui sont notables, on a donc l'interface qui est vraiment rafraîchie, les coins arrondis, des animations qui sont plus jolies, la barre des tâches qui est centrée avec un menu démarrer qui est très simplifié, qui ressemble presque à un launcher de Android ou l'écran d'iOS d'un téléphone. On a aussi la position des fenêtres qui peut être modifiée très facilement avec les snap layouts, c'est vraiment pratique. Cortana a disparu, ceci dit, donc ils ont jeté l'éponge sur l'assistant vocal. On a à gauche le panneau des widgets, à droite le volet de notification et des calendriers qui est donc assez beau également. À part ça, alors, on a l'intégration de Teams. On pourrait faire une liste de toutes les choses. L'intégration de Teams, le Microsoft Store qui est beaucoup, beaucoup plus fonctionnel avec l'intégration de tous les types d'apps, que ce soit les anciennes Universal Windows Programmes, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça, UWP, et UWP. les PWA, donc en gros les pages web transformées en apps qui fonctionnent très très bien, mais aussi les applications Windows classiques, les Win32, l'application Xbox qui est complètement rafraîchie également. On a l'intégration, comme je le disais, de Teams et de quoi d'autre, je ne sais plus ce qui est intégré directement. On a Edge, donc le navigateur Edge, qui est extrêmement intégré à l'OS et qui est difficile à changer. Ça va faire grincer des dents à beaucoup de gens.
et Bing également. Les panneaux des widgets et des notifications, tout ça, ça va, enfin surtout des widgets, ça va directement dans Edge et la recherche se fait uniquement sur Bing, tout ça. Il y a des choses qui n'y sont pas encore. Les apps Android dans l'App Store, qui devraient passer par l'App Store Amazon, n'y sont pas encore. Le Direct Storage, qui sert beaucoup aux jeux vidéo, n'y est pas encore. Il y a des petits trucs un petit peu pénibles. On ne peut pas faire de drag and drop sur la barre d'étage, ce genre de choses. L'un dans l'autre, ça semble être, d'après les avis tous les avis que j'ai lus, c'est une belle mise à jour en devenir, on va dire. Ils sont quand même en train de travailler dessus. Elle n'est pas complètement finie, mais elle est quand même séduisante parce que graphiquement, au niveau du design, ça va dans le bon sens. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est vraiment juste une mise à jour comme on peut y penser pour les OS mobiles qui, parfois, elles sont cool, mais elles ne changent pas fondamentalement l'utilisation du produit. Est-ce que ça vaut le coup de mettre à jour aujourd'hui quand on y a accès? Ça va arriver par étapes. Tout le monde n'y a pas accès dès aujourd'hui, même si on peut forcer la mise à jour en téléchargeant un outil de mise à jour de chez Microsoft. Est-ce que vous l'attendez avec impatience? Bon, Jérôme, toi, je ne te pose pas la question parce que tu es complètement vendu à Apple et donc tu es complètement dans l'univers. Si, justement, c'est peut-être intéressant, un avis d'un Apple user. Moi, elle me séduit. Je trouve c'est clean. C'est beaucoup plus clean que le Windows que j'ai actuellement. En tout cas, en apparence. Maintenant, oui, je vais pas foncer dessus parce que moi, Windows, je l'utilise quand même sur mon Shadow, je l'utilise quand même sur mon PC à la maison, mais c'est vrai que j'ai une utilisation beaucoup moins professionnelle de Windows. Donc, je pourrais pas juger de tout un tas de choses, mais ça peut paraître con et trivial, mais un OS joli, bien rangé, clean, c'est quelque chose de super important. Et j'ai quand même beaucoup plus cette impression-là sur Windows 11, de ce que je vois, que mon Windows actuel, où il y en a dans tous les sens, c'est dégueulasse, quoi. Je suis assez d'accord qu'on a tendance à dénigrer les aspects design et graphiques, et je pense que très vite, quand le monde aura adopté Windows 11, quand on regardera Windows 10 dans 1 ou 2 ans, on se dira « Oulala, qu'est-ce que c'est pas beau quand même !» Je crois que ça risque de choquer plus a posteriori que on ne l'imagine. Corben, toi, tu fais quand même des choses sérieuses sur tes ordinateurs. Alors, tu m'as dit que tu n'avais pas installé sur ta machine de prod Windows 11, ce que je comprends. On a du boulot à faire. Mais qu'est-ce que tu penses sur ton portable, qu'est-ce que tu penses du coup de cette nouvelle version de Windows? Moi j'aime bien, moi je suis pas aussi méchant que vous, moi je le trouve très cool. C'est vrai que c'est frais, voilà. Après en termes de features, il n'y a pas grand-chose de nouveau, on va dire. C'est plus graphique effectivement, mais je le trouve plus agréable que Windows 10 et je l'ai mis sur un vieux PC, un vieux portable de 2015 et franchement, ça tourne encore mieux qu'avec Windows 10. C'est super réactif, super rapide. Je trouve qu'il est bien optimisé, quoi. Il va plus, enfin, en tout cas, tu as l'impression que ça va plus vite que Windows 10, quoi. C'est plus réactif. Je sais pas comment dire ça, mais voilà, quand tu ouvres une fenêtre, elle arrive plus vite, quoi. Donc moi j'aime bien. Je pense que c'est un bon OS et je pense que voilà, on verra après la suite. Il y a après les intégrations de Teams ou de l'application Xbox, bon ça me casse un peu la tête, mais sinon à part ça, le reste, bon le centrage de la barre, Windows, on s'en fout un peu. Enfin je veux dire, après le reste en fait c'est juste un Windows 10, hein. Enfin il y a Ouais. pas ça peut être décevant si vous attendez, que ça fasse le café ou des nouveaux trucs qu'on n'a jamais vus, quoi. On est Mais vraiment non, c'est dans le cadre, à de nombreux égards, on est dans le cadre d'une mise à jour qui est comparable à celle d'une mise à jour d'OS mobile. Et d'ailleurs, ouais, c'est ça, voilà, ouais. les widgets réunis à un endroit, les fonds qui font un petit peu effet vert poli ou vert dépoli plutôt, c'est un truc qu'on Et voit c'est comme une mise à souvent. jour de Linux, en fait. Ouais. Tu vois? Il y a pas de surprise, quoi. C'est une mise à jour de l'OS, plus stable, plus rapide, meilleure sécu, quelques petits trucs améliorés, le graphisme et puis, peut-être certaines applis, mais c'est tout, quoi. Il y a rien de Hmm. enfin, c'est pas une révolution, quoi, mais moi, j'aime bien, je trouve qu'il est bien. Cédric, on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si Ouais. on a besoin de passer 20 minutes sur Windows 11. Non, je C'est vais pas un passer 20 minutes peu... dessus. Mais oui, est-ce Non, que non, tu as non, autre moi, chose, t'as autre chose à Non. ajouter? Bon, moi, ça me tarde de l'installer. Je le dis. Bon, le problème, c'est que c'est ma machine de stream, etc. Donc, Pareil, exactement pareil. Je l'aurais installé j'ai déjà un parce que peu j'ai peur, envie mais de...
Mais Mais ouais. je vais le faire. Je vais le faire pour toi, Patrick, Ah ce merci, soir, tu me et je te diras dirai. si OBS marche, si VoiceMeeter Voilà, marche, je tout te ça. dirai. Déjà, j'ai recompilé OBS pour macOS sur les Mac ARM et il marche mieux que sur mon PC avec une RTX 3060, tu vois. Ah D'accord. ouais. Donc, je suis assez content de moi. Mais bon, bref, moi, je trouve que c'est une bonne mouture de Windows. Est-ce que ça méritait le changement de numéro de version? Je ne sais pas. C'est surtout ça, moi, qui me chiffonne un peu, de dire que c'est Windows 11 alors qu'on a essentiellement des changements cosmétiques pour la partie utilisateur. Voilà. Par contre, ce que moi je trouve intéressant, et on en parle peu, c'est la montée en sécurité quand même. Mmh. On a toujours reproché à Windows d'être une passoire en termes de sécurité, à tort ou à raison. Là maintenant, le fait d'obliger de l'authentification hardware, BitLocker, ce genre de trucs, je trouve que c'est plutôt bien en fait. Il y a un bond en termes de sécurité. Je suis fondamentalement, pour cette mise à jour. Si votre ordinateur est compatible, enfin moi je vois Mmh. pas pourquoi vous ne la feriez pas en fait. Mais BitLocker, c'est Mais clairement. uniquement sur la version pro, hein, si je me Sur la trompe version pas? pro, ouais, ouais, tout à Ouais. fait. Tout à fait, sur la C'est version pro, mais il y a compte, pour la version famille, je crois qu'il faut un compte Microsoft, C'est ça. C'est ce obligatoire. que je lisais Voilà. justement dans le test de Cassim qui nous reproche de ne pas assez parler du Microsoft Store, qui est vrai qui s'inscrit dans un changement de stratégie important de Microsoft. Mais effectivement, Cassim Non, mais le précisait fait que le fait d'avoir, pour la version famille de Windows, il faut absolument avoir un compte Microsoft pour l'installer. On ne peut pas y couper. oui. C'est pas le cas dans la version Pro qui inclut BitLocker, la virtualisation et quelques petits Oui, mais il y a détails quand même comme le ça. chiffrement par défaut sur la version famille, hein. D'accord. Alors si ça peut être pas BitLocker, j'en sais rien, mais moi pourtant j'ai vu ça, qu'il y avait justement cette augmentation de niveau de sécurité, le fait de demander la puce TPM, aussi pour, au niveau Oui, dont du on a BIOS beaucoup sur le parlé, qui aura ouais, vraiment qui a fait pas couler beaucoup beaucoup d'encre, mais d'impact. Ouais. non, 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 pour ça aura peut-être un impact sur la sécurité et ça moi c'est Ah un oui, truc que bien je trouve sûr. quand même intéressant Moi, je trouve qu'on a fait un faux et procès, pas un faux, c'est mais essentiel. un procès un peu usurpé à Microsoft sur cette histoire de TMP2 que la plupart des gens vont avoir. Mais bon, ne refaisons pas Oui. l'histoire sur ce point. Non, 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 Moi, non, mais bien sûr, bien sûr. je trouve que le changement de chiffre est tout à fait justifié. Pourquoi? Parce que quand on change de chiffre d'un OS, c'est essentiellement du marketing. Et pour la plupart des gens qui en ont rien à foutre de ce qu'il y a au fond de Windows, l'apparence Ouais, visuelle change. Bah, on met un nouveau numéro, ça relance les ouais, ventes. voilà. On se dira, j'achète Oui, un c'est purement ordinateur qui marketing. tourne. C'est du marketing, de toute façon, le Oui, changement de oui, numéro. mais il avait dit quand ils avaient lancé Windows 10, rappelez-vous, ils avaient quand même dit: «C'est la dernière version de Windows. Oui, Ensuite, on oui, fera bah, que des mises à jour, machin et tout», Bah, en et fait, c'est pas on faux. sent C'est une mise que à jour voilà. de Windows 10, Windows 11. Oui, bien sûr, bien Techniquement, sûr. tu vois. Bon, Ouais. disons un petit OK. mot sur le store quand même, parce que c'est vrai que c'est important, comme le suggère Cassim. Sur le store, souvenez-vous, jusqu'à maintenant, non seulement on était dans un store qui ne pouvait installer que des versions d'app qui étaient Universal Windows Platform, quelque chose, donc des apps développées spécifiquement pour le store, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, n'importe quelle application qui peut tourner sous Windows et peut être ajoutée au store, et il y en a déjà des tonnes et des tonnes, y compris d'autres stores. On sait que Epic et Apple sont dans un combat sans merci et Google est inclus dans l'histoire pour iOS et Android. Et bien là, on peut installer des stores par le store Microsoft. Et en plus, le store lui-même a été vraiment revu, donc il fonctionne mieux, heureusement. Il est beaucoup plus réactif, etc., etc., comme l'application Xbox. Et d'une manière générale, pour Microsoft, ça va peut-être enfin permettre de faire en sorte que les utilisateurs installent les applications par le store plutôt que de passer par des pages web pas forcément toujours sécurisées, télécharger des choses, on ne sait pas très bien ce que c'est. Bon, en même temps, sur le store Windows, il y a encore du nettoyage à faire, hein, mais il n'empêche, c'est effectivement stratégiquement un morceau qui est moins visible que tout ce qui est graphique dans Windows 11, mais qui est sans doute sur le long terme plus important pour la santé de Oui. l'écosystème Windows. Bon, je pense qu'on a là encore fait un petit peu le tour de Windows 11. Si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le moment. Et sinon, on avance. On avance. Allez. let's go.
Alors avançons vers le soutien du rendez-vous jeu avec du rendez-vous tech avec patreon.com/rdvtech. C'est le moyen de soutenir l'émission et vous avez non seulement le plaisir incommensurable de vous dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort, vous contribuez à la production de cet épisode, mais en plus de ça, vous avez accès à des bonus complètement fous, encore plus intéressants que Windows 11 et Astro, le petit robot d'Amazon réunis. Parce que vous pourrez par exemple avoir accès à un flux privé où vous avez des contenus bonus, vous avez des contenus sans pub, avec 0 pub à l'intérieur, vous avez également une newsletter étendue, enfin plein de trucs vraiment sympas. En fonction du niveau que vous choisissez, vous avez aussi accès à la partie privée du Discord. Le Discord d'ailleurs qui est le meilleur moyen, que vous soyez abonné ou pas, le meilleur moyen de discuter de tout ce qui est gaming et tech. C'est la communauté formidable de l'émission qui se réunit là et qui parle tous les jours dans une bonne humeur et une bienveillance absolument incroyable. Donc, le Discord, le Patreon, la newsletter, tout ça, vous allez voir sur patreon.com/rdvtech et vous décidez si c'est un truc que vous voulez faire. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend 2 secondes. Vous pouvez le faire maintenant tout de suite, vous pouvez le faire en rentrant chez vous, quand vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling et que vous vous dites Patrick. Et je vous remercie infiniment de soutenir le rendez-vous tech. C'est grâce à vous que l'émission existe. Bon, on a parlé de trucs marrants et de trucs sympas. Je pense qu'on peut faire un petit détour par un truc peut-être un petit peu moins rigolo, mais qui est quand même extrêmement important. On en parlait la semaine dernière. Je disais que c'est important, qu'il y a des sujets qui sont importants à couvrir, comme par exemple les Facebook Files. Et le témoignage de Frances Haugen, qui est donc à l'origine de cette série d'articles. En fait, c'est elle qui travaillait chez Facebook jusqu'à il y a quelques mois, et elle a extrait des études et des documents par milliers de Facebook avant de partir pour les livrer au Wall Street Journal il y a maintenant 1 mois à peu près. Et le Wall Street Journal en a sorti 4 ou 5 articles différents qu'ils ont appelés les Facebook Files sur donc les manquements de Facebook à son devoir social en fonction des informations qu'ils ont. Alors, on a parlé à de nombreuses reprises de ces Facebook Files. C'est sans doute le plus gros scandale pour Facebook depuis l'affaire Cambridge Analytica. Ça donne lieu à des enquêtes du Parlement américain. Enfin, c'est vraiment un gros problème. Et la lanceuse d'alerte, qui s'appelle donc Frances Haugen, a rendu son témoignage public il y a ce week-end. Le Wall Street Journal et CBS News dans l'émission très regardée 60 Minutes, qui est une émission de reportage très sérieuse. Elle a témoigné dans cette émission et elle était donc Product Manager chez Facebook, en charge notamment de gérer les problèmes de désinformation, notamment d'influence politique dans différents pays et d'influence politique par Facebook. Donc on parle là d'opérations souvent gouvernementales qui tentent d'influencer l'issue d'un scrutin politique ou simplement l'ambiance dans un pays, l'ambiance politique sociétale dans un pays. Et ce qu'elle dit, elle dit plusieurs choses. Je vais vous résumer. Il y a quand même un long article et une longue interview. Je résume l'essentiel de ce qu'elle dit et dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, parce qu'on en parle depuis quelque temps. C'est le fait que Facebook, d'une part, elle ne veut pas qu'on casse Facebook. Elle veut réparer Facebook. C'est son intention. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Donc, elle ne veut pas détruire Facebook. Ce n'est pas ça l'idée. Mais elle s'est rendue compte pendant sa période de travail chez Facebook qu'il faisait des enquêtes, des études scientifiques, mais que au regard des conclusions de ces enquêtes, Facebook prenait systématiquement la décision qui permettait d'augmenter les profits au lieu de choisir les solutions qui permettraient d'apaiser les problèmes causés dans la société. C'est le point sur lequel elle insiste le plus. Et c'est pas juste
bon, bah, c'est une société. Je pense que certains auront la réaction de dire ah, bah, évidemment, attends, capitalisme, Facebook, tu crois qu'ils vont pas décider de maximiser leurs profits? Oui, évidemment. Mais là, on a quelque chose de très précis. On a des enquêtes spécifiques. C'est un petit peu, quand je commençais à parler de ces choses-là il y a quelque temps, certains me faisaient l'équivalent avec l'industrie du tabac, qui avaient des informations sur les effets néfastes de leurs produits et qui les ont cachés et qui les ont consciemment pris des décisions qui étaient dangereuses consciemment, même s'ils avaient ces informations. À l'époque, je disais, on n'est pas du tout dans la même situation parce qu'on n'a pas ces études, justement, pas encore. Et c'est ce dont on a besoin. Vous allez commencer à être fatigué de cette idée que je répète quasiment à chaque épisode. Il nous faut des études sérieuses. Donc, on n'est pas encore dans la même situation, mais on s'en rapproche. Parce que là, pour le coup, Facebook a effectivement diligenté des études importante sur ces sujets, a eu des conclusions et sans avoir étudié les études justement spécifiquement, c'est un travail que je laisserai à des gens un petit peu plus compétents que moi, mais il semble effectivement avoir ignoré les conclusions de ces études, même s'ils s'en démentent. Mais en plus de ça, moi, ce qui est pour moi la preuve la plus importante, c'est qu'il empêche le travail des chercheurs externes. Et ça, c'est vraiment un énorme, énorme problème. Parce qu'on ne peut pas avoir d'études fiables. Même les études issues de Facebook, imaginons même qu'elles soient rendues publiques. D'ailleurs, elles ont été, pour une grande partie, rendues publiques. On ne peut pas vraiment s'y fier parce qu'elles ont été diligentées par Facebook. Donc, il faut des études plus sérieuses. Et, encore une fois, le message qu'elle fait passer, c'est il y a un vrai problème et il ne faut pas tout faire exploser. Il faut que le Congrès, en l'occurrence, elle va témoigner aujourd'hui devant le Congrès américain, il faut que le Congrès légifère pour imposer à ces sociétés, et à Facebook en particulier, de faire des choix différents. Et elle mentionne Facebook spécifiquement, elle a travaillé dans différentes sociétés de la Silicon Valley, et elle dit « Je n'ai jamais vu une situation aussi problématique que chez Facebook ». C'est-à-dire que les décisions sont toujours motivées par la maximisation des profits, évidemment, mais chez Facebook, c'est pire, en gros, c'est ce qu'elle est en train de dire. Et elle dit, je ne pense pas que Mark Zuckerberg ait pour but de détruire la société, évidemment, mais il prend des décisions qui sont mal avisées et il n'y a pas de lois qui sont là pour guider les choses. Et c'est le problème. Alors ensuite, tout ça, c'est facile à dire. Comment écrire la loi? Qu'est-ce qu'elle va devoir dire? Qu'est-ce qu'elle va devoir imposer? C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est le message qu'elle essaye de faire passer. Et encore une fois, elle dit chez Facebook, c'est pire qu'ailleurs. Bon, voilà en gros pour ce qui s'est passé avec Frances Haugen. Donc, cette, je le rappelle, lanceuse d'alerte sur les Facebook Files. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, mes amis? C'est un sujet assez lourd. Je ne sais pas, vous avez le droit de ne pas avoir d'avis, mais je vous pose quand même la question. Jérôme, est-ce que tu as une réflexion que t'amène toute cette histoire? Ah oui, moi je suis... En fait, le problème, même au-delà de Facebook, on en arrive à la conclusion, est-ce qu'on peut légiférer autour de ces algorithmes d'optimisation qui, d'un point de vue lucratif pour les sociétés, ils sont arrivés à les optimiser à un point absolument incroyable, et c'est des sociétés incroyablement profitables. Mais le plus gros problème, et moi ça fait 2-3 ans que c'est devenu un peu mon cheval de bataille, c'est la polarisation des idées. On bloque finalement, et donc c'est contre la liberté d'expression parce que les algorithmes font disparaître toute possibilité de trucs. Et on peut légiférer là-dessus. Toute possibilité de mesure, en quelque sorte. Oui, de diversité. C'est ce qu'elle dit. Je précise, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est vraiment le choix que fait Facebook, c'est de maximiser l'engagement. Et donc, l'engagement, ça veut dire la réaction aux choses qu'on voit, donc soit réagir, soit répondre, etc. Et évidemment, on le sait, on réagit aux choses qui nous choquent le plus. Donc, c'est cette mécanique infernale qu'elle dénonce. Encore une fois, moi, j'avais le même débat avec mon chat hier.
On n'a rien inventé, je veux dire, l'homme est toujours la même chose. On est toujours plus intéressé par les scandales et les trucs un peu polémiques et l'indignation. Donc, les ficelles, on les connaît. Le problème de ces algorithmes, c'est qu'à très grande échelle, ils arrivent à un tel niveau d'optimisation que finalement, on n'aura plus rien d'autre comme information que ça, parce que l'algorithme détruira le reste des informations. Et donc, au-delà du problème de la société Facebook, c'est le problème de la société entière, de la démocratie, etc. Et on peut légiférer, on peut très bien encadrer le progrès technologique, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce que ça a de bon, ce que nous a amené ces algorithmes. Moi, ce qui me gêne dans ce débat, c'est qu'on tombe vite de... Il y a 10 ans, Facebook, c'était formidable. Maintenant, c'est la pire chose du monde. Que les réseaux sociaux, on trouvait ça génial avant et maintenant, faut tout jeter. Il y a un entre-deux. Internet est quelque chose de formidable qui nous a amené des trucs formidables. Les algorithmes, par leur optimisation, nous font gagner du temps, nous confrontent à des choses on passerait un temps fou en bibliothèque à essayer le même type d'infos. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mais légiférons. On voit bien maintenant le couteau à double tranchant que sont ces progrès technologiques autour des algorithmes. Ça y est, on en est conscient. On a vu ce qui s'est passé au Capitole. On voit ce qui se passe dans les élections. Le Capitole il faut légiférer. Qui a beaucoup marqué les États-Unis, et c'est dans ce contexte qu'on a les révélations de Frances Haugen. Effectivement, toutes les tous les articles écrits sur les Facebook Files font à un moment référence aux événements du Capitole de janvier. Exactement. Et la grosse différence qu'on a là, c'est encore une fois cette question d'étude. Facebook, entre guillemets, Facebook savait. C'est facile de dire « Ah oui, mais bien sûr qu'ils savent, bien sûr que machin ». C'est pas la même chose quand tu as une étude sérieuse qui te donne des conclusions scientifiques. Et ça change beaucoup l'appréciation des actions de Facebook. Et moi, je dirais une dernière chose que j'ai dit hier, et ça n'a pas du tout plu à beaucoup de monde, mais je le redis quand même. On a notre part de responsabilité, notre comportement face à cet algorithme. Je prends l'algorithme en général, que ça soit YouTube, Twitter, Facebook, etc. Nous avons un comportement beaucoup trop flemmard, on va à la facilité et on cède à l'algorithme. On peut changer l'algorithme si on change notre manière d'utiliser Internet. Si on cède moins à la facilité, qu'on va plus chercher dans ses abonnements et moins dans les recommandations de l'algorithme, on peut pousser ces gens-là à changer l'algorithme si on change aussi nos habitudes. J'en suis persuadé. Cédric, Corben, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Oui. Ouais. En fait, moi, la problématique que j'ai, c'est que les algorithmes, de par leur dessin, c'est-à-dire faire gagner de l'argent à Facebook, il ne faut pas se leurrer, faire venir des gens, c'est-à-dire créer une audience. C'est ça. Et plus les gens réagissent, plus il y a des pages qui s'affichent et donc des pubs qui s'affichent. Et fatalement, si je veux attirer Patrick Béja, il faut que je lui montre toujours des contenus qui lui plaisent, en fait, ou en tout cas dont l'algo a détecté qui lui plaisait. Et c'est logique. J'ai besoin, en fait, d'avoir cette audience-là. Plus les niveaux d'audience sont hauts, plus on va vendre de publicité, plus on va gagner d'argent. Enfin, c'est tout à fait logique. Le problème, c'est quand ces algos deviennent des, entre guillemets, faiseurs de rois. C'est-à-dire que quand ils commencent à influer sur la politique, quand ils commencent à influer sur l'opinion des gens, sur en gros leurs intentions de vote. On a vu avec l'affaire Cambridge Analytica, quand ça sert à propager de la fake news. Voilà, j'ai lu des trucs très drôles parce que, bon, évidemment, vous avez vu que hier Facebook est tombé en panne pendant 6 heures, enfin Facebook, Insta, WhatsApp. J'ai vu des tweets très drôles de gens qui disaient « Oh là là, Doctolib vient de tomber, puisque les gens ne savent plus si le vaccin est bien ou pas bien. Du coup, ils ont tous pris rendez-vous, Facebook étant down. » Ça m'a fait rire, quoi. Mais en même temps, c'est rigolo et en même temps, on en est là, quoi, en fait. Oui. On en est là. C'est-à-dire que on a toujours dit que la bulle médiatique qu'on se construisait nous-mêmes avec les follow et les abonnements qu'on a sur YouTube et Twitter, jusqu'à présent, ils étaient entre guillemets contrôlables. Et je mets des gros guillemets parce qu'en gros, c'est vous qui décidiez ce que vous vouliez voir comme contenu, ce qui déjà est un biais et qui n'aide pas à l'ouverture d'esprit. Mais quand en plus l'algorithme s'ajoute dessus et vous affiche que des contenus du même type de ceux que vous suivez, fatalement, ils savent qu'ils vont faire mouche avec. Mais le problème, c'est que
on en arrive à un point où ça devient des faiseurs de rois ou des faiseurs d'opinion politique. Et ça, c'est là que C'est même c'est pire que extrêmement ça, hein. complexe. C'est-à-dire que c'est pas juste des trucs qu'on aime, quoi. C'est vraiment pour pousser à la réaction. Donc, ils vont nous montrer des Oui. trucs racistes parce que ça va nous énerver. Ah Ils vont les nous trucs, montrer voilà, c'est ça. Exactement. tu vois? Et C'est donc, du coup, ça véhicule quand même un message, enfin, ou des messages qui sont pas bons Mais c'est pour de la nous. manipulation, ni plus ni C'est de la moins. manipulation, C'est- ouais, complètement. c'est pas parti comme ça, c'était pas l'intention à la base, mais il y Non. avait il y a 1 ou 2 semaines, peut-être un petit peu plus longtemps, un collectif de médias et pas activistes, mais vraiment membres de partis politiques quelque part en Europe. Je suis désolé, je me souviens plus exactement de d'où ils venaient, mais qui avaient fait un message public adressé à Facebook en disant: la manière dont votre algorithme fonctionne nous oblige à modifier notre message et notre programme politique parce que pour toucher les gens, on est obligé d'être plus outrancier, plus machin. Et qu'il avait vraiment constaté, qui était très conscient de la chose et qui avait presque adressé un message de détresse à Facebook. Donc effectivement, quand on dit « Ah bah oui, il suffit de suivre les bonnes personnes, machin », c'est difficile et ça a des conséquences très réelles partout dans la société et profondément dans les sociétés. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, et je pense encore une fois, je me répète et je deviens un disque rayé, il faut qu'on ait des études sérieuses sur les effets, parce que pour savoir comment modifier les choses pour qu'elles fonctionnent avant même de pouvoir légiférer. Donc, Et- moi, je pense que la Est-ce que- première chose à faire, ça serait de dire à Facebook, à partir de demain, vous ouvrez le tuyau des données pour les chercheurs qu'on a désignés et vous ne leur cachez rien. Rien. Ils ont accès à tout. Mais sous Alors, quel des gens prétexte, en sélectionnés, fait des gens sérieux, tu vois, des chercheurs qui puissent étudier les choses, et ils peuvent avoir accès à toutes les données. Et ça suffit, toutes vos conneries, de changer le petit code HTML Ce qui ici est pour rendre les choses plus difficiles, de changer... Pardon, Corben, je t'ai interrompu, mais... Ouais, ce qui est choquant, c'est que c'est pas forcément le grand algo tout puissant automatique, quoi. C'est que c'est calibré, en fait. C'est Hmm. du bien sûr. calibrage marketing volontaire de dire il nous faut aller, on va mettre un petit soupçon de racisme dans tous les flux, on va mettre un petit soupçon de ci, de ça, de trucs. Non, parce que c'est ça pas du bouge, racisme, c'est des trucs qui font Ah, y a pas- réagir. C'est y a pas- mécanique, Oui, réagir. oui, il y a mais plein- ça dépend oui, de mais qui quand tu mets, même, mais il y a Patrick, plein de trucs, tu vois. Mais que, c'est... ce que dit Vas-y. Corben, et il a tout à fait raison, et c'est le fond du problème de ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est qu'il est beaucoup plus facile de faire en sorte que les gens s'indignent et tu provoques une réaction que Complètement. des gens qui approuvent. Donc, tout le monde en a conclu, et tu le disais, même voilà, des partis politiques sont en train, et Trump en a été la brillante démonstration, il a compris que finalement, susciter la réaction était plus important que susciter l'approbation, et que c'est comme ça que ça marchait. Ouais. Et Oui, donc, ce que je veux dire- on est actuellement dans un siphon qui nous amène vers des discours de haine systématisés, parce que la réaction... Moi, j'expliquais, Je suis termine juste d'accord, là-dessus. mais je veux- J'expliquais juste aux gens, par exemple, que les thumbs down dans YouTube, c'est la même chose que les thumbs up. Ouais. Et que même, ta chaîne peut devenir plus populaire avec des thumbs down qu'avec des thumbs up. Parce que c'est la réaction qui compte. Je veux juste bien préciser, pour que les gens ne comprennent pas mal ce que disait Corben, c'est pas que Facebook dit on va insérer du racisme dans chaque flux. Tu vois, on va identifier un contenu raciste et Non, on va c'est dire, pas OK, ça, mais- puisque c'est raciste, on va le mettre dans le flux. On indigne, Juste on pour indigne. préciser, c'est mécaniquement, comme ils veulent des trucs qui font réagir, bah, les trucs qui font le plus réagir, c'est ce genre de contenu. Donc, ils se retrouvent effectivement dans les flux. C'est pas qu'ils ont identifié les trucs racistes, les oui. trucs sexistes. Non, sexistes, les ils mettent trucs- une dose d'indignation, ouais. Enfin, Non, mais même quand c'est tu dis de volontaire. l'indignation, ils savent pas ce que c'est qui est indignant ou pas. Ils savent ce Je qui suis fait pas sûr, tu réagir. vois. Je pense pas que ce Oh soit non, des là, c'est vidéos de de la... Japon et des millions, je like. Je me demande s'il n'y a pas un C'est- côté ouais, ouais. de catégorie, par exemple, politique. Par exemple, quand quelqu'un est identifié de tel bord politique, lui montrer des choses d'un autre bord qui font réagir. Ou tu vois, des Exactement. trucs un peu plus Ben, de ça société y est dans que des l'algo. petits chats Et... mignons. Ouais. Ouais. C'est Ça a été montré, c'est justement. ça. Il est Ça plus a été facile montré. de créer des réactions d'indignation que des réactions d'approbation. Encore une fois, que tu as catégorisé le les gens, like, c'est trop mou maintenant. une fois que tu as catégorisé les gens, tu peux leur proposer un truc qui va à l'opposé de leurs valeurs. Tu vois, tu as catégorisé quelqu'un comme vegan, tu vas lui proposer des contenus avec des chasseurs en train de dépecer. Exactement. Alors, Fiche. moi je suis pas pas de- convaincu qu'ils fassent ça spécifiquement. Ça me Moi, c'est ce paraît que quand même... C'est ce que, pardon ?
Ah, ils le disent. Non, ils le disent, Patrick. Ils le disent. Ils font des expériences sociales, en fait, sur Facebook. Hein. C'est ce Oui. que j'ai compris. Enfin, le présenter comme ils t'ont identifié comme végan, donc ils vont te montrer des trucs de chasseurs qui dépiotent un animal. Je pense que vous étirez un petit peu le fait qu'ils montrent, par exemple, des opinions opposées aux vôtres pour élargir votre champ de vision. Ça, je vais bien le croire. Je pense pas que ça aille aussi loin que vous le décrivez. Mais bon, peut-être, ce qui est, à vrai dire, ces questions qu'on se pose, ce que ça souligne encore une fois, c'est qu'il faut des études externes, certifiées, sérieuses, sur lesquelles on peut se fier pour savoir ce qu'ils font. Justement. Ouais, mais moi, j'ai un problème avec ça, c'est sous quel prétexte, en fait. C'est-à-dire que... Quel prétexte de quoi? En fait, il faut attendre un incident majeur et qu'on détermine que Facebook est responsable pour les obliger à ouvrir le truc, parce que sous quel prétexte ils diraient OK. D'une part, on ne peut pas savoir s'ils sont responsables si on ne les étudie pas, et d'autre part, quand on a des problèmes, parfois, il faut intervenir, comme par exemple, c'est l'exemple que donnent différentes personnes, quand on a constaté que les ceintures de sécurité améliorer la sécurité, ou quand on a constaté que la cigarette causait des problèmes de santé, on a imposé des choses aux sociétés qui étaient dans ces domaines. Et c'est normal. Moi, le fait qu'on étudie Facebook pour savoir les effets qu'ils ont sur la société, parce que sinon, tu ne peux pas savoir. Comment veux-tu savoir s'ils sont effectivement responsables ou à quel point ils sont responsables des incidents du 6 janvier, par exemple, si on ne peut pas accéder aux données? On peut pas. Donc, t'es coincé, c'est un piège, quoi. Moi, je suis d'accord avec Cédric, mais je pense que là, les États-Unis ont été tellement traumatisés par ce qui est arrivé au Capitole qu'ils lâcheront pas l'affaire. Et Facebook, ils vont pas les lâcher. Donc je suis d'accord avec Patrick. Ils vont pas laisser faire. Enfin, l'étau se resserre quand même autour de. Oui, de non, Facebook. mais enfin. On est quand même là, on prend des exemples chez nous, mais enfin, il y a eu des trucs dans différents pays. Il y a eu les histoires des Rohingyas, il y a eu les histoires. Enfin, là, on est à un niveau où on n'est pas en train de dire il faut détruire Facebook, ou il faut séparer Facebook, ou il faut remplacer Mark Zuckerberg. Ce qu'on est en train de dire, c'est il faut pouvoir déterminer les choses. Comment on va déterminer les choses? En faisant des études scientifiques sérieuses. Si la réponse à ça, c'est « Ah ben non, on n'est pas sûr, donc on ne peut pas leur imposer d'ouvrir leurs données », ah ben on est coincé. On ne pourra jamais savoir, en fait. Donc, et d'ailleurs, enfin bon, bref, repartons pas sur la question des études. Bon, écoutez... Sinon, le plus simple, c'est de faire une mise à jour de configuration des serveurs DNS chez Facebook. Apparemment, ça marche plutôt pas mal. Hein. Donc, comme vous faites référence à cette panne d'hier qui a duré 6 ou 7 heures et qui a fait beaucoup rire beaucoup de gens, mais j'ai lu un article très intéressant sur le Washington Post, justement, qui a expliqué à quel point, si nous, ça nous fait rire, il y a des pays où là, ça a causé des vrais problèmes, des pays qui utilisent non pas Facebook, mais WhatsApp en particulier. Enfin, bien sûr, ils utilisent Facebook aussi, mais des pays qui utilisent WhatsApp comme alternative aux SMS et qui les utilisent pour des services extrêmement importants, que ce soit des services administratifs comme les tests ou les résultats de tests Covid, des chatbots médicaux, des informations, des médias et des informations hyper importantes. Et pendant que WhatsApp n'était plus disponible, on parle du Liban, du Kenya, de la Malaisie, de la Colombie, ce genre de pays, et quand WhatsApp n'était plus disponible pendant quelques heures, les gens avaient vraiment l'impression d'être coupés du monde, quoi, ou parfois, dans certains cas, coupés de services importants. Donc, ça nous fait rire, mais ça peut vraiment avoir des conséquences importantes, et ça souligne, à vrai dire, encore une fois, les problèmes d'un système centralisé, comme WhatsApp, où le jour où le serveur tombe, il n'y a plus rien qui marche. Donc, effectivement, ça, c'est notable aussi. Écoutez, on peut parler encore un tout petit peu de Facebook, si vous le voulez, avec cette histoire entre Facebook et Clearview AI. Est-ce que vous savez ce que c'est que Clearview AI? Ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est pas l'algo d'entraînement sur des photos, c'est ça? Ouais, en fait, Alors, c'est un une service... Et ils ont scrappé Facebook, les salauds? Ils ont scrappé Facebook, exactement, mais pas que. Alors, il y a deux choses. D'une part, une fuite de données de 1,5 milliard de profils Facebook qui a été révélée il y a quelques heures. Honnêtement, si tu penses que ta vie, c'est de la merde, pense à celle de Mark Zuckerberg depuis hier. Entre la panne, la révélation de 60 Minutes, plus la fuite d'1,5 milliard de données, je pense que là, tu te dis « Oh, la semaine commence mal. Hein ».
C'est pas faux. En même temps, il a été se baigner dans sa piscine Le de karma. billets, tu vois, pour se dire ah ouf, c'est thérapie Ouf. thérapie Le niveau monétaire. Tu baisse, vois, mais il m'en ça va. reste un peu. C'est Ça ça. s'appelle les problèmes de riches. Exactement. Mais donc, cette fuite, en fait, n'en est pas exactement une. C'est des hackers qui auraient scrappé, comme tu le disais, donc extrait simplement les données publiques disponibles sur Facebook et qui auraient réussi à récupérer les données de 1,5 milliard de comptes. Alors, depuis que le scandale a éclaté, certains ont dit on a essayé d'acheter le fichier et personne nous a répondu, donc on n'est pas sûr que ça soit vrai. Mais encore plus intéressant que ça, c'est l'algorithme de Clearview AI, qui est une société, pour le coup, aux États-Unis en particulier, dont le business model, c'est de récupérer également en scrapant les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et autres, toutes les photos disponibles publiquement, parce qu'on parle de données, que ce soit pour la fuite présumée de Facebook ou celle-ci, cette utilisation de Clearview AI, c'est des photos disponibles publiquement, hein, c'est toutes les photos que vous faites, que vous postez publiquement sur vos profils. Et bien Clearview les collecte toutes. Alors, légalement, c'est discutable, ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas censé, en tout cas en Europe, pouvoir constituer des bases de données même à partir de données publiques. Mais bon, ils le font quand même, aux États-Unis en tout cas. Et ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'ils ont récupéré toutes les données et qu'ils ont tout ça, ils les mettent dans une base de données avec une intelligence artificielle qui associe tout ça et qui permet ensuite, à partir d'une photo de vous, donc imaginez, vous êtes arrêté par la police pour un contrôle de sécurité, ils mettent leur téléphone devant votre visage avec une app, comme n'importe quelle app, ils prennent une photo de votre tête et ça leur ressort non seulement alors d'autres photos de vous qui vous identifient, ça c'était la précédente version de Clearview AI, mais aujourd'hui, ça leur donne tous vos contenus en ligne, Instagram, Facebook et Twitter, comme on le disait, mais peut-être d'autres aussi, qui remontent à 5 ans, 10 ans, 15 ans, depuis que ça existe, ces choses-là. Et ça vous liste là tous les comptes sociaux à partir d'une simple photo de vous grâce à cet outil. Et c'est des photos que vous avez, vous, rendues publiques intentionnellement. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et Patrick, c'est génial, tu vas agrandir ton audience du rendez-vous tech parmi les forces de police. Écoute, moi je suis convaincu que tout le monde devrait écouter le rendez-vous tech, que ça soit force Exactement. de police ou autre, tout le monde devrait l'écouter pour être au courant de ce qui se passe. Mais oui, moi je dis que je trouve que les forces de l'ordre sont tout à fait les bienvenues à écouter cette émission, évidemment. Ok, bon, ça ne vous inspire pas. On va continuer dans des domaines qui sont un petit peu controversés. Aux États-Unis, enfin, à vrai dire, c'est même pas qu'aux États-Unis, mais YouTube a annoncé que partout dans le monde, ils allaient interdire le contenu anti-vax. Alors, ils l'avaient déjà fait pour le Covid, donc les contenus qui discutaient du Covid étaient interdits, enfin qui niaient les bienfaits du vaccin Covid étaient interdits sur YouTube. Ils l'ont étendu à tous les contenus anti-vax tout court. Il faut comprendre quand même que ça se fait dans un contexte où, encore une fois, aux États-Unis, en plus du traumatisme du 6 janvier, ils ont également un sentiment anti-vax qui est en train de monter, à un point où il y a des responsables politiques dans certains États qui demandent de passer en revue les vaccins, non pas juste les vaccins anti-Covid, les vaccins tout court, la polio, les vaccins. Ils sont dans une fuite en avant de polarisation et ils ont fait de la question, ils sont passés du Covid au vaccin en général comme sujet politique. Et c'est en train de devenir vraiment complètement fou. Et du coup, YouTube rejoint d'autres réseaux qui avaient déjà fait ça, mais ils interdisent et ils ont supprimé les chaînes de personnalités bien connues aux États-Unis pour empêcher en fait la diffusion des idées anti-vax, puisque comme je le disais, elles s'étendent même au-delà du Covid. Ce qui, je crois, même chez nous, en général, les anti-vax sont plutôt anti-vax Covid. Quand on leur parle des vaccins en général, c'est un petit peu plus mitigé, à part pour les vrais extrêmes. Et pourtant, nous, on est déjà assez affolés par ce qui se passe. Aux États-Unis, comme je le dis, il y a des responsables politiques qui disent « Ouais, vaccin polio, on n'est pas trop sûr, faudrait passer en vie. » Enfin, c'est vraiment de la folie. Et dans ce contexte, on a la Russie qui est en train de menacer de bloquer YouTube en Russie, à moins qu'il ne restaure 2 pages de Russia Today, la chaîne
on va dire, affiliées au pouvoir russe, de chaînes allemandes de Russia Today qui ont été supprimées pour avoir diffusé de la désinformation sur les vaccins contre le Covid-19 et le Covid-19 lui-même. À côté de ça, LinkedIn a bloqué les profils de journalistes américains dans LinkedIn en Chine parce que ces journalistes avaient posté du contenu interdit en Chine. Donc, on rappelle que LinkedIn, c'est une société qui est possédée par Microsoft. Alors, l'accord avec la Chine avait été fait avant le rachat Ils ont par dit Microsoft. Taïwan au lieu de Taipei, c'est ça? C'est ce genre de choses. Enfin, non, c'est la région de Taïwan. Enfin, il y a ce genre de choses, évidemment. Mais bon, c'est encore une fois intéressant à noter. LinkedIn en Chine. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que je me concentre sur la Chine et la Russie ces dernières semaines dans ces questions, mais on est clairement dans des situations pas super joyeuses, quoi. Donc voilà. Et encore une fois, la question de l'antivax aux États-Unis, si on pense que ça se passe pas bien ici, ils sont bloqués à combien 56% de vaccins. Maintenant, ils commencent à mettre des mandats, genre imposer le vaccin, et les gens commencent à s'y remettre, mais c'est vraiment, vraiment problématique là-bas. Là encore, on retourne au problème de Go et de Facebook, c'est que les problèmes anti-vax, ça date pas d'hier. Depuis que les vaccins existent, il y a des anti-vax. Mais on donne une telle portée au discours avec justement ces algorithmes d'optimisation qui vont apporter les messages à ceux qui veulent bien les entendre et les booster que ça prend des proportions énormes, quoi. Et c'est le fond du problème. Et la polarisation fait beaucoup, et encore plus aux ça. États-Unis où ils ont deux partis. C'est très binaire dans leur réflexion. C'est toujours, il y a que deux solutions. Alors qu'en France et dans la plupart des pays où on a différents partis, on a au moins des idées un peu différentes qui peuvent s'immiscer. Et là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Et effectivement, les réseaux sociaux ont encore plus augmenté cette polarisation. Et ça a des conséquences aujourd'hui assez graves. Donc c'est pour ça que on revient dans le contexte de cette histoire des problèmes que pose Facebook, ça pose des questions vraiment importantes pour la société en général, quoi. Bon. Revenons en France un tout petit peu. Vous savez que maintenant, l'Arcom est acté, la loi a été votée. Pour ceux qui ne savent pas, l'Arcom, c'est la nouvelle autorité des communications qui remplace le CSA et la Hadopi. En gros, c'est un petit peu une extension du CSA à l'Internet. J'ai l'impression encore plus que ça n'était le cas avant. Et ils veulent renouveler leur focalisation sur le piratage qui se fait plus tellement par P2P mais par streaming ou par téléchargement direct, ce genre de choses. Bon, je ne sais pas si on peut leur souhaiter bon courage ou pas, mais... Ouais. Corben, ça te fait rire? Ouais, non, ça me déprime, ils apprennent pas. Mais bon, c'est pas grave, hein, on verra ce qu'ils font. Ils apprennent pas pourquoi? Tu veux dire que ça sert à rien? Adopi, c'était quand même le plus gros échec de l'univers, quoi, je pense. Un truc comme ça, pas loin. Et non, et là, après Ping quand même, le réseau social de Apple sur iTunes. Voilà. Mais là, maintenant, c'est le CSA. Tu vois, ils vont faire quoi? Ils vont imposer les sites sur, tu vois, ils vont essayer. En fait, ils vont essayer de transposer ce qu'ils font à la télé sur Internet. Ça va être compliqué, tu vois, avec les temps de parole et puis après l'histoire de piratage et machin. Je sais pas comment ils vont faire, mais Non, ils vont commencer par labelliser des plateformes. C'est Oui, toujours comme oui, ça que ça sûrement, commence. LOL. Ils vont, voilà, et puis après, ils vont commencer à imposer des règles et des trucs au site, à YouTube, à machin. Enfin, je sais pas, moi, on verra ce que ça donne, mais à mon avis, ils vont pas s'en sortir. Comme Adopi, Eh quoi. ben, Ça vous va savez encore nous quoi? coûter cher pour pas grand-chose. C'est l'avocat du diable, Patrick. Oh shit. Il apparaît dans un nuage de fumée. On n'a pas besoin de gagner dans ce genre d'affaires. On n'a pas besoin de supprimer le piratage dans le monde pour gagner, pour accomplir la mission de la Hadopi. Le fait de le rendre un peu plus difficile, le fait d'expliquer, de mettre le message quelque part que bon, c'est quand même pas super cool de télécharger un truc auquel vous pourriez avoir accès en payant ailleurs, c'est important aussi. Et la mission, évidemment, publique, affichée de la Hadopi, c'est de détruire le piratage. Mais la mission réelle d'une agence comme celle-là, c'est de le rendre plus difficile, de donner un air de c'est interdit, d'expliquer qu'en fait c'est interdit. Je suis d'accord avec... Ouais, vas-y, pardon.
Ah, j'ai la justice a pas besoin d'être rentable, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ça va être encore des réglementations, enfin, tu vois, Bah des oui, lois, des mais machins, des motifs Ouais, qui vont mais s'appliquer c'est, sur un truc inapplicable. moi, je suis d'accord avec l'avocat du diable pour le coup. je me suis L'important dans fait, la je me suis mission, fait un peu violence quand même, hein, pour me faire l'avocat du diable voilà, sur ouais, celle-là, mais quand mais même. là où je suis quand même d'accord, c'est que l'important, c'est de... Parce que quelque part, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, bah, de toute façon, il n'y a rien à faire, allez-y, pirater. Non, on peut pas. Donc, tu peux pas laisser l'impunité du piratage. Donc, là où je rejoins l'avocat du diable, c'est que, bon, finalement, pourquoi faire un Adopi efficace si la mission essentielle de cet Adopi ou son successeur, c'est juste de dire aux gens, c'est pas bien. Hmm. On sait très bien qu'on ne pourra pas vous empêcher de le faire, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Point. C'est notre mission de vous faire comprendre ça, en fait. Ouais. Et on peut dire que ça a été un vrai succès parce qu'on a beaucoup parlé de l'Adopi. C'est vrai. On peut le voir comme Donc, ça. quelque part, le message est passé, quoi. Certaines Ouais. personnes un peu Ça taquines, coûte cher hein, quand peut-être, même. pourraient dire, voilà, le chat est en train d'exploser depuis tout à l'heure. Certains pourraient dire que d'une part, ça coûte cher, et puis d'autre part, la vraie victoire contre le piratage, ça a surtout été Netflix et Spotify qui ont rendu les choses accessibles Ah, c'est et clair. faciles. Bon, c'est peut-être un petit peu plus à eux qu'on doit s'il y a une victoire, c'est peut-être un petit peu plus à eux qu'on les doit. Il y aurait aussi des choses à dire sur effectivement l'aspect CSA. On a beaucoup parlé de l'aspect Adopi ici. Il y a aussi des questions à dire sur l'aspect CSA de cette nouvelle organisation. CSA, évidemment, est régulant les télécoms en général, enfin l'audiovisuel plutôt. Et comme le disait Corben, il y a des questions intéressantes et difficiles à résoudre qui se posent sur le temps de parole ou ce genre de choses, comme on en parlait la semaine dernière, je crois. Mais bon, on laissera ça pour un autre épisode parce qu'il faudrait, à vrai dire, savoir ce qu'ils veulent faire, la manière dont ils veulent procéder pour pouvoir en discuter. Je crois qu'à ce stade, on n'a pas assez d'informations. Quelques petites news rapides avant de se quitter. D'abord, Twitch est en train de créer une nouvelle fonctionnalité sur Twitch pour permettre aux gens de payer non plus pour s'abonner, mais pour promouvoir les streams des gens qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'au lieu de payer un abonnement à la personne que vous aimez, vous pouvez payer, et un petit peu comme quand vous payez une pub sur Facebook ou Twitter ou ce que c'est, eh ben la personne sera mise en avant sur les pages d'accueil de plus de personnes. Et on dit souvent que Twitch a des gros soucis de découvrabilité et ils ne mettent pas en avant les gens qui ne sont pas déjà connus et à vrai dire, ils n'ont pas vraiment de moyens de les mettre en avant. Et bien là, il y a un moyen et c'est super malin puisqu'on va payer pour pouvoir être mis en avant. Et même, c'est les gens de votre audience qui peuvent payer pour ça. Bon, c'est un petit peu cynique hein, Mais comme histoire. ouais, c'est malin, mais on voit très vite aussi les dérapages qui peuvent arriver. Mais on verra. On verra, oui. Clairement, il y a un petit... Ah ouais, ok, vraiment, c'est ça que vous avez décidé de faire. Je peux comprendre hein, l'intention à la base. Tu dis, ah, ce streamer, j'adore, je vais lui pousser... C'est un test, hein. C'est encore un test, donc il n'est pas dit qu'il l'implémente pour tout le monde. Mais oh, ce streamer, je l'adore, ou cette streameuse, elle est vraiment cool, je vais essayer de l'aider à mieux se faire promouvoir. Pourquoi pas mais bon, clairement, c'est un Euh, petit peu... comment dire? C'est un petit peu... Oui, bon, ça cynique, voilà. Je vois ça avec un œil un peu cynique. ah oui, et puis certains vont très bien comprendre comment ça marche, s'en emparer et fausser le système, comme tous ces systèmes-là. Ah bah ça, après, s'il faut payer pour mettre les choses en avant, voilà, tu peux le faire. Hein. Et si tu veux Mhm. fausser, je pense que tout le monde sera content. Enfin, tout le monde. Ouais. Amazon. Clubhouse, vous vous souvenez de Clubhouse? Je crois que Ouais. beaucoup d'entre vous a De déjà quoi oublié ce que c'est. De quoi Clubhouse, cette application qui était très à la mode dans les années en 2020, tu sais, il y a longtemps, que tout le monde a copié, qu'on retrouve sur Twitter, sur Discord, etc. Et ben ils sont pas morts, ils bougent encore et ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités comme le replay et les clips, donc la possibilité de prendre un petit morceau de 30 secondes d'une discussion en live, en audio, hein, c'est ce que propose Clubhouse, et de la partager, et également le replay. Donc ça s'approche vraiment. On parle de Twitch, ça s'approche du streaming audio, d'un service de streaming audio qui est comparable au service de streaming vidéo. Moi, je continue à penser que l'idée est Un genre de intéressante. podcast.
Écoute, on n'est pas Vu que c'est loin enregistré. d'un concept. Il y a un concept, comme diraient Ouais, hein. certains avec des mimes, à 2 doigts d'inventer le podcast, ces gens-là. C'est pas la même chose. Je- hein, mais- Vous utilisez Clubhouse? Non. Bah non, Non. bah non. Non, Non, pourquoi faire? Qui utilise Clubhouse? mais Ah bah il y en a, hein, des entrepreneurs de la Silicon Valley ou Ouais, des gens non, qui mais vendent oui, des mais NFT, françaises. En Ouais. fait, moi, j'ai les rares fois où je confronte avec Clubhouse, j'ai l'impression d'un espèce de club VIP de mecs dans des Bah, c'est les fauteuils mêmes avec qui des utilisaient cigares Google Wave et tout. et tu sais. qui se gargarisent entre eux, quoi. Ouais, c'est un peu Alors, ça. détrompe-toi, c'est- Clubhouse a donné naissance à des communautés, surtout dans des milieux qui sont moins favorisés et des milieux de D'accord. personnes marginalisées, en fait. Enfin, c'est l'impression un petit peu anecdotique que j'ai eue et dont certains ont parlé au moment du lancement. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais au-delà de ça, encore une fois, la fonctionnalité de Clubhouse a été implémentée chez Twitter avec les Spaces, chez Discord avec les Stages. Et donc, le concept, je pense, reste intéressant à pousser. L'application elle-même, je ne sais pas si elle survivra, on verra. Et dernière chose, Spotify. Mais là, tu sens quand même. Attends, juste 2 secondes. Tu sens que c'est. On a créé une fonctionnalité avant de réfléchir à l'usage, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu as l'effet de mode au début de ah tiens, c'est nouveau, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité. Et le problème, c'est qu'après, tu te dis ouais, mais est-ce que vraiment il y a un usage derrière ça, en fait? Et c'est vraiment. J'ai la sensation que c'est un truc qui a été inventé non pas pour répondre à une problématique, mais plutôt pour essayer de proposer quelque chose de nouveau. Et Ouais. si en face, il y a pas ouais, mais si enfin, moi, tu vois, du coup, j'en ressens aucun besoin parce que je comprends Mais oui, pas mais ce c'est que la ça va moitié. La moitié, qu'est-ce que je dis? 90% des startups, tu as une idée, tu te dis ça sera peut-être cool, on C'est ne sait sûr. pas, tu le lances et puis tu vois. Ouais, alors ça Twitter, ouais, Twitter mais et c'est en train de Facebook, changer c'était ça. justement. hein. Là, on est plus là maintenant la Ouais, on n'est majorité plus des dans ces startups, années-là. elle ouais. est sur, répondre à une problématique avant de dire: «J'invente un nouvel usage», tu vois? Bah, vous savez Il quoi? y a eu un vrai changement là-dessus, je trouve. Peut-être, mais moi je suis bien content qu'il y ait encore des gens qui aient des idées Ah non, mais débiles bien et qui sûr. se lancent, tu vois, et qui disent bon, Elles on va sont pas débiles. essayer. Et... C'est Débiles, pas oui, qui débile, hein, n'ont pas attention. des idées comme ça, tu vois, sans forcément étudier. Alors attendons, faisons une étude de marché sur la problématique qu'on Non, essaie mais de ce que je veux dire, résoudre. c'est Est-ce qu'il y a de une... fortes chances qu'il y ait un effet de mode au début sur l'effet Oui, nouveauté, c'est vrai. mais qu'in fine, ça finisse par se tasser. C'est surtout ça, en fait. C'est pas Après, faux, on peut c'est se pas poser la question. Peut-être que nous, on n'utilise pas Clubhouse parce que le rendez-vous tech est un peu notre Clubhouse à nous. Donc, on n'en ressent pas le besoin. En Oui, fait. exactement. D'ailleurs, est-ce que Voilà, tu peux me ouais. passer un cigare, Jérôme? Absolument. Voilà, parce que je suis trop enfoncé dans mon fauteuil en cuir et je ne peux pas me Tout à relever. fait. Attendez, je vous envoie Astro, pas de problème, il arrive. Ah, ok, merci. avec le cigare dedans. Exactement. On dira pas où. Bon, Spotify intègre des fonctionnalités intéressantes pour les podcasteurs, mais ils ne sont utilisables que dans Spotify avec leur service Encore. Clairement, on s'en fout. C'est des Q&A et des sondages. Je trouve ça intéressant et c'est un service qui peut le faire facilement parce que c'est centralisé. J'aimerais bien que ça soit ajouté au protocole de podcast, enfin du RSS classique. Ça serait sympa. Je crois que c'est possible d'intégrer un embed de ce type-là dans un item RSS, mais comme les lecteurs de podcast ne sont pas tous dans la même... Enfin bref, il faudrait voir... Ouais, il faut faire un update du lecteur, c'est tout. Côté oui, client, du lecteur, mais il faut faire un update du protocole entier. Et, bon, bref. Alors, on va passer au JSON. Adieu le RSS, adieu le XML. Allez, quelques petites news qui seront aussi dans la newsletter. Donc, je vous laisse aller regarder ça là-bas. Peut-être même qu'elles étaient publiées dans la dernière newsletter. Donc, il faut vous abonner pour ne rien rater. C'est sur notepatrick.com, évidemment. Il y a aujourd'hui 0,4% des artistes qui sont présents sur les plateformes de streaming qui réussissent à en vivre en faisant à peu près 1 million de streams par mois. Et c'était en 2015 seulement 0,1% des artistes qui réussissaient à en vivre. C'est une étude qui est assez intéressante, qui a des nuances à noter, mais que j'ai trouvé assez intéressante. On va se dire, 0,4, c'est rien du tout. Bon, ça représente combien 1700 personnes en Angleterre qui peuvent vivre rien que du streaming. Donc, ça veut dire qu'il y a 1700 artistes musicaux
qui vivent de leur art avec le streaming. Alors évidemment, ça reste 0,4%. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui postent leurs trucs et qui ne vivent pas, mais on parle que du streaming. Ça se trouve, ils ont d'autres sources de revenus. Il y a des gens qui mettent peut-être 2 chansons parce que c'est facile à faire. Bref, allez voir les détails dans l'article lui-même qui était dans la newsletter. Et un article hyper intéressant du Guardian sur une intelligence artificielle qui a déterminé qu'un Rubens était un faux. Alors, c'était un Rubens très controversé, hein. On suspectait déjà que c'était un faux, mais cette intelligence artificielle étudie les coups de pinceau et en entrant dans sa base de données des Rubens qui sont attestés comme étant des vrais, et ils ont pu déterminer que celui-là, qui a été payé quand même en 1980 2,5 millions de pounds par la National Gallery en Angleterre, et ben, ils ont déterminé que c'était un faux. Donc voilà. C'est toute une histoire également. Les boules pour le propriétaire. Bah, c'est la National Gallery, c'est l'État. Donc tu vois, c'est un peu... Ouais, mais il y a toute Bravo, une histoire. les impôts. C'est ça, c'est les impôts. Mais il y a toute une histoire, hein. Il y a beaucoup de gens déjà qui disaient mais c'est bizarre cette histoire, il avait disparu à tel moment et il est revenu à un moment où quelqu'un faisait des faux de ce type-là. Enfin bref, donc Il c'était n'y aurait déjà pas eu un peu tous ces soucis s'il y avait eu la blockchain à l'époque. Exactement, t'aurais Voilà, fait un NFT de ton un Rubens, NFT, voilà. c'était Rubens, et voilà. et dernière news, ça fait 10 ans aujourd'hui que Steve Jobs est mort, il nous a quittés. RIP. Et ça fait 10 ans, oui, on ne va pas souvent parler de cette histoire, mais quand même, 10 ans depuis le départ de Steve Jobs. Il y a 2 choses que je note. D'une part, si vous n'avez jamais vu son discours d'inauguration de Stanford de 2005, il est disponible sur YouTube, j'en ai déjà parlé dans cette émission. Allez le voir, c'est vraiment un truc assez unique et c'est un discours hyper touchant. Et ça date donc de 2005, hein, ça a 16 ans. Mais si vous ne l'avez jamais vu, allez le voir, ça vaut le coup. C'est le discours d'inauguration de Stanford. Et l'autre chose, c'est la page Remembering Steve Jobs sur le site d'Apple. C'est apple.com/Steve Jobs. C'est d'une sobriété. J'ai été surpris. J'en parle parce que vraiment, j'ai été surpris. C'est un paragraphe pour dire qui était Steve Jobs et des petits messages de personnes du monde entier qui ont envoyé à l'adresse rememberingstevejobs@apple.com des petits messages hein, d'un paragraphe de quelques dizaines de mots qui s'affichent et qui défilent. Et c'est tout. Avec en bas Steve Jobs 1955-2011. J'étais sûr qu'il y aurait des grandes photos, enfin je sais pas, on parlait de design et de rien, même dans ça, alors on parle de tech hein, quand même, donc je me permets, même si on parle de la mort d'une icône, mais d'une personne, rien que dans ça, je trouve qu'ils ont, comment dire, subverted expectations. Je le trouve assez intéressant, ce choix pour la page de Steve Jobs. Ils ont une vidéo quand même, un petit film. Hein. Bah, sur apple.com/Steve Jobs, il n'y a rien du tout. Non, mais là, sur juste apple.com. Ah oui, bon, d'accord, bien sûr. Oui. Mais... Bah, en même temps, enfin, voilà, tu mets pas des fanfreluches sur une pierre mortuaire, en tout cas plus à notre époque, quoi. Non, bien sûr, mais la page en elle-même, il n'y a même pas une photo. Il n'y a même pas une photo de Steve Jobs. Ouais, à 2 jours près, Bernard Tapie décédé pour les 10 ans de Steve Jobs. C'est un peu notre Steve Jobs à nous, quoi, vous voyez. Oh mon Dieu. Je vais te laisser. Ouais, il fallait bien sortir une horreur à la fin. Voilà, c'est Très ça. bien, bravo Cédric, bien joué. Cédric, les approximations. Adidas, l'OM et tout ça. Bref. Écoutez... Si vous voulez voir un autre truc sur Steve Jobs, les plus jeunes, pour comprendre aussi la complexité du personnage, cherchez sur YouTube toutes les fois où Steve Jobs s'énerve pendant ses keynotes et qui balance des trucs sur les développeurs, mais même physiquement, c'est assez drôle aussi, ouais. Et on voit l'ensemble du personnage. Il y a une vidéo que je ne vais pas réussir à retrouver, mais qui est formidable sur Steve Jobs aussi, où au moment de son retour chez Apple,
il fait une petite discussion avec des développeurs et il parle de, je ne sais plus, une technologie qui veut supprimer de l'OS du Mac, qui à l'époque n'était pas Mac OS X, qui était Mac OS de l'époque. Et il y a un développeur qui est très énervé, et a raison, parce que Steve Jobs avait disparu, et on ne savait pas ce qu'il foutait. Enfin, vraiment, il revenait à un moment où la société était en mauvais état. Et un développeur qui est très énervé, il lui dit pourquoi est-ce que, d'une part, tu supprimes cette technologie qu'on utilise tout le temps, et d'autre part, qu'est-ce que tu fous depuis 6 ans, quoi, où tu as été? Et Steve Jobs, évidemment, il garde son calme, et il regarde le reste de l'audience, et il dit c'est une question hyper intéressante que me pose ce monsieur, et le problème, c'est qu'il y a toujours des gens comme ça. Il y a toujours des gens qui veulent continuer à utiliser des choses, et le pire, le vrai problème, c'est qu'ils ont raison. On pourrait tout à fait justifier l'idée de continuer à utiliser tel truc, de continuer à implémenter ces technologies, de continuer à les utiliser pour toujours. Mais à un moment, il faut quelqu'un qui ait je ne sais pas s'il dit le courage, mais en gros, ce qu'il dit, Si, c'est qu'il faut enlever le qu'il y ait- jack, par exemple, c'était le courage. C'est ça, exactement. C'est quelque Rappelez-vous. chose qui channel complètement Steve Jobs, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la force de décider, non, on va arrêter ça pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Et bon, évidemment, moi, je le dis pas aussi bien que Steve Jobs, mais cette vidéo était vraiment marquante aussi, j'ai trouvé. Ouais. Et la Enfin, il est réaction calme dans la face au- vidéo, mais le développeur, dès qu'il est sorti de la salle, il est tombé dans un bain d'acide. Hein. Ça, l'histoire le dit pas. il avait peut-être pas autant de pouvoir à l'époque encore, Steve Jobs. Plus tard, peut-être qu'il l'a retrouvé, tu vois. Bon, bah merci à tous les trois. Quel moment formidable nous avons passé ensemble, en tout cas pour moi. Moi, j'étais content. Vous, je sais pas, mais j'espère que les auditeurs sont plutôt de mon côté que du vôtre et qu'ils étaient contents. Est-ce que, Mais oui. avant... Oui, ça va? C'était bien? Vous Super êtes content. liké? Ça va. J'ai faim, mais je suis encore content. Donc, preuve que je suis très content. Bah, Super. passe-moi les toasts de caviar, parce que je peux pas me Ah relever. oui, que tu y trempes ton cigare. C'est ça. Que j'écrase mon cigare dans le caviar. Parfait. Justement, une fois que vous aurez fait ça, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet? On va commencer par Cédric. Où es-tu, dis-moi? Yes, sur Internet, sur Twitch, Twitter, etc. cédricdeluca.fr, il y a tous les liens. Et voilà. Le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Jérôme, où es-tu sur Internet? Eh bien, sur YouTube, toujours Nowtech. Sur Twitter, c'est NowtechQG, tous les matins de 8h à 9h30, le mug. Moi, je le présente 3 fois par semaine. Et je donne une info, si jamais des gens nous suivent sur Facebook, on s'est fait hacker notre compte. J'ai Donc, vu ça. faut aller sur un autre compte, quoi. Impossible, Et ça impossible de le récupérer. Ouais, non, on a eu Et comment ça s'est Mais passé, bon, tu il n'y avait sais ou pas... pas Oui, on sait ce qui s'est passé, mais on n'avait pas grand monde qui nous suivait sur Facebook. Mais si vous voyez des photos qui n'ont rien à voir avec notre contenu, et je n'en dirai pas plus, c'est pas nous. Voilà. Écoute, malheureusement, Mark Zuckerberg est un petit peu trop occupé pour Il répondre est- à oui, ton j'ai téléphone compris, en ce moment. mais- Tu vois, cette semaine, il a une semaine chargée. Donc, Ah mais juste, on a eu quand même une conjoncture. Hier, on dit que notre page s'est fait hacker. Hier, moi, je fais un gros sujet dans le mug. Facebook est-il un danger pour la démocratie? Et 2 heures après, les serveurs tombent. Moi, je dis, Il y a un je rapport. sais pas. Hein. Il y a un lien, c'est sûr. ouais, à mon avis, commençons à écrire des sujets sur Facebook pour dénoncer ce lien suspect. Ouais. Merci, Jérôme. Corben, où es-tu sur Internet? Eh bien, toujours sur le site corben.info et puis sur Twitch, sur la chaîne Corben FR. Et là, c'est le lundi après-midi à partir de 14h, le mardi 14h et le jeudi 14h aussi. Magnifique. Donc, tu vas commencer dans quelques minutes, là. Ouais, voilà, c'est ça. Tranquillement. Super. Merci à tous les trois. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur notepatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais. La newsletter dont je parlais tout à l'heure, qui est absolument immanquable. Vous avez la veille sur Twitter, sur le compte RDV Tech sur Twitter, que je vous recommande de suivre. C'est le contenu essentiel de ma veille qui vous plaira certainement. Et puis, bien sûr, le compte Twitch que vous pouvez suivre tous les mardis et les jeudis midi pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et il y a même sur YouTube les replays qui sont disponibles. Donc, si vous l'avez raté en live et que vous voulez la version vidéo, c'est sur YouTube, NotePatrick Podcasts. Et le lien est évidemment dans les notes de l'émission, comme pour tout.
Et surtout, comme pour le rendez-vous tech sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Vous avez le lien aussi dans les notes de l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous appréciez le contenu, si vous pensez qu'on vous rend service, que si le rendez-vous tech disparaissait, eh bien vous seriez bien embêté, un petit peu comme quand Facebook, WhatsApp et Instagram disparaissent. Vous dites, ah bah quand même, c'est bien pratique d'avoir ces petits outils. Eh ben c'est pareil, imaginez demain votre vie sans Patrick dans vos oreilles toutes les semaines. Si vous vous dites « Ah, ça me fera des vacances », bon, ok, là, pas de problème, vous n'avez vraiment pas besoin de soutenir. Mais si vous vous dites « Ah bah, ça serait dommage quand même, j'aime bien moi le rendez-vous tech », eh ben pensez-y, patreon.com/rdvtech, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites « Cling ». Patrick, et vous allez sur patreon.com/rdvtech, ça prend 2 minutes, et ça soutient énormément l'émission. Donc merci à tous ceux qui le font déjà. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Alors maintenant que je fais les génériques en direct, les au revoir se télescopent. C'est complètement fou.